Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de cette édition, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rongbédi, était face à la presse. Il est revenu sur la revalorisation salariale. Vous suivrez le compte-rendu dans cette édition. À suivre également dans ce journal la célébration conjointe des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre et la journée internationale des volontaires. Hors de nos frontières, le président Félix Tshisekedi était aux côtés des 10 200 recrues venus de plusieurs provinces de la RDC, regroupées à la base militaire de Kitona, à environ 600 km au sud-ouest de Kinshasa. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rongbédi, était face à la presse pour expliquer, entre autres, les raisons qui ont retardé l'augmentation salariale attendue un peu plus tôt par les travailleurs de l'État. Clémence Tonoucoin pour le compte-rendu. Cette rencontre entre le secrétaire général adjoint porte-parole du gouvernement et les hommes des médias a permis de mieux comprendre les contours du relèvement du SMIC et de la revalorisation salariale. D'entrée, Wilfried Léandre Rongbédi a donné les raisons qui ont retardé cette décision qui était attendue quelques mois plus tôt. La conjoncture internationale a ralenti la volonté du gouvernement d'aller vite. Autrement, comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous étions partis pour mettre en pratique ces mesures pour compter du mois de mai 2022. La conjoncture en a décidé autrement, mais conformément aux engagements pris face aux partenaires sociaux le 26 avril 2022, le gouvernement s'est employé à finaliser sa copie pour faire en sorte que les mesures puissent prendre effet au plus tôt, c'est-à-dire en ce qui concerne les travailleurs pour décembre 2022 et en ce qui concerne le secteur privé, le SMIC ici s'entend, pour janvier 2023. En lieu et place d'une revalorisation salariale, les aspirants au métier d'enseignant bénéficient d'une augmentation de 2 mois de salaire. De même, la revalorisation des salaires ne concerne pas les retraités. C'est le même gouvernement qui avait fixé le niveau de rémunération d'allocation qu'il leur faisait. S'il avait fait moins dès le départ et qu'il donnait 12 sur 12, le débat ne se serait jamais posé sur la question de 12 mois sur 12. Aujourd'hui, on a accordé 2 de plus sur les 9. Donc, c'est une avancée. Je suis convaincu que dans les rangs des AME, il n'y en a pas un seul qui soit mécontent de cette annonce. Pas un seul. Si nous étions restés dans la forme classique d'augmentation, le relèvement du point indiciaire aurait impacté de facto les retraités. Or, ici, nous avons un relèvement du point indiciaire plus des sursalaires. Les sursalaires et le relèvement du point indiciaire accompagneront les travailleurs actuels jusque dans leur retraite. Pour ceux qui ne sont plus en exercice, ils doivent bénéficier, conformément à ce que prévoit la loi, de l'incidence générée par le relèvement du point indiciaire à hauteur de 80%. En l'espèce, donc, ils auront 80% de l'effet que les 3% de relèvement du point indiciaire généreraient sur leur pension de retraite. C'est ça qu'ils gagnent les retraités actuels. Le conférencier a rassuré les hommes des médias des efforts du gouvernement pour amener les employeurs privés à emboîter le pas à l'État. D'une conférence de presse à une autre, les responsables de Amnesty International Bénin ont également organisé une conférence de presse. L'objectif est de présenter les actions en faveur de la protection des droits humains ainsi que la protection des minorités sexuelles victimes d'agressions. Compte rendu, Stanislas Samoa. La défense des droits humains en République du Bénin est l'une des principales missions de Amnesty International avec son siège installé au Bénin. À travers cette conférence de presse, les objectifs de cette organisation internationale sont rappelés à l'occasion. On a dit qu'on va faire un point avec vous sur les réactions et les actions d'Amnesty International au Bénin en 2022.
Le deuxième objectif est de faire également un point sur les avancées et les attentes d'Amnesty International Bénin sur la situation des droits humains au Bénin. Et le troisième objectif, c'est le lancement de ce hackathon-là que nous allons lancer tout à l'heure. Amnesty International Bénin a entamé et concrétisé plusieurs actions dans les lycées et collèges au titre de l'année 2022. Une présentation sommaire en est faite face aux hommes des médias. Quand nous faisons de l'éducation aux droits humains, nous faisons de l'éducation à la citoyenneté. Donc, qui vise à promouvoir la citoyenneté active et à faire de nos apprenants des citoyens engagés demain. Nous faisons également de l'éducation aux droits humains, à travers l'éducation aux droits humains plutôt, l'éducation à une interculturalité. Donc, interculturalité qui vise à démonter les préjugés et les stéréotypes et de promouvoir la tolérance et l'acceptation des autres. Nous faisons également de l'éducation à la paix. L'éducation à la paix qui invite ou amène ceux avec qui nous travaillons au respect mutuel et également à l'appréhension de la gestion pacifique des conflits. Depuis 2020 et beaucoup plus cette année, nous avons fait un certain nombre d'ateliers avec les différents ministères pour revenir sur la question, mais également des sensibilisations dans les zones frontalières, parce que c'est dans ces zones que nous avons des Béninois qui n'ont généralement pas de documents d'identité et qui ne s'identifient ni au Bénin ni à un autre pays qui pourrait être un autre pays qui partage les frontières avec le Bénin. Donc les sensibilisations dans ces régions, que ce soit des mobilisations de masse ou les émissions radiophoniques dans les langues parlées par ces populations ont permis de leur rappeler l'importance de déclarer les naissances, mais également d'aller chercher les fiches de naissance. La lutte contre l'apatridie, la violence des droits humains et la protection des minorités sexuelles victimes d'agressions sont entre autres volets d'intervention de Amnesty International Bénin. Autre information dans ce journal, célébration conjointe des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre et la journée internationale des volontaires. Le déroulement a eu lieu au lycée agricole Medi de Sékou. C'était entre les volontaires du Centre d'études et de coopération internationale et les pensionnaires du lycée. Frédéric Espoir-Oumambou. C'est une journée de partage, d'explication et de sensibilisation pour lutter contre les violences basées sur le genre d'une part et appeler la fibre de volontaire en ces jeunes étudiants d'autre part. Dans son mot de bienvenue, le proviseur du lycée agricole Medi de Sékou voudra que les activités de cette journée améliorent la vie éducative de ses pensionnaires. Je vous dis merci, soyez les bienvenus au lycée agricole Medi de Sékou. Et j'espère que tout ce que nous allons mettre sur les murs, ces trucs vont rester longtemps, vont travailler sur la psychologie, notre psychologie d'ensemble, notre vie éducative d'ensemble, pour améliorer notre vie d'ensemble. En prenant la parole, la chargée du programme de coopération volontaire CECI au Bénin a expliqué l'enjeu de cette rencontre. Nous nous engageons à impacter notre communauté. En quoi faisant? Peut-être aujourd'hui, on va juste faire, ça sera symbolique. Mais c'est au travers de chaque jour, de nos comportements, de nos relations, comment est-ce que nous entrevoyons l'autre qui va nous permettre d'impacter nos générations et de signer notre passage ici. Le genre, c'est tous les jours. Le genre, c'est tout le monde. Le genre, ce n'est pas le sexe. C'est comment est-ce que je vis avec mon entourage, avec mon environnement, sans l'impacter négativement. Donc, à chaque chose, à chaque pas que nous faisons, nous engageons les gens. C'est voir comment est-ce que je donne le meilleur à mon entourage et en retour à moi-même. Dans la suite, les participants ont été répartis en plusieurs ateliers de travail. On va faire des graffitis pour parler des VGB, donc les violences basées sur le genre, VBG, excusez, je me trompe tout le temps. Donc, vous allez avoir à réfléchir, c'est quoi moi je voudrais, dans quel genre de lycée je voudrais vivre aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour moi? Filles et garçons, c'est quoi ma vision de la relation fille-garçon que j'ai? Vous avez un comité genre ici, vous allez pouvoir vous mettre en action bénévolement
par rapport à ce comité-là. On compte beaucoup sur vous. Une touche particulière a été mise sur le travail qui se fait avec la cellule d'écoute au sein du lycée. Nous avons travaillé à corriger et à améliorer les conditions des filles, surtout en milieu scolaire. Le phénomène tel que le harcèlement sexuel a complètement diminué, voire disparu. Parce que, avec les sensibilisations que nous avions menées, avec les écoutes et le travail que nous avons mené dans l'ombre, de près ou de loin, les actes de violence que nous constations par le passé ont complètement disparu, si nous n'allons pas dire n'existent plus. Graffiti, salubrité environnementale et bien d'autres ont été les activités qui ont meublé cette journée d'échange. Toujours en page Nation et en bref, le commissaire de la ville de Glazoué a présenté à la presse les premiers fruits de l'opération Coup de poing enclenchée depuis quelques jours. La première grosse prise de cette opération est le démantèlement d'un réseau national de vol et de recel de motos qui a réussi à implanter ses racines à la direction des transports terrestres DTT, devenue Agence nationale des transports terrestres ANAT. Parmi les engins à plaque d'immatriculation qui circulent, il y a des motos volées. C'est la conclusion tirée par l'officier de police après avoir décrit le mode opératoire du réseau de vol et de recel de motos démantelés. Selon le commissaire Charlemagne Tonon, les membres du réseau ont des complices à la direction des transports terrestres. Il y a aussi des gens à la DTT puisque j'ai intercepté des messages où les gens leur proposent 45 000 francs CFA et même 100 pièces. Ils sont prêts à leur faire des plaques d'immatriculation, a-t-il affirmé. Hors du Bénin, à présent, 10 200 recrues venus de plusieurs provinces de la RDC sont regroupés à la base militaire de Kitona, à environ 600 km au sud-ouest de Kinshasa. Et ces jeunes ont répondu à l'appel lancé par le président congolais il y a un mois pour renforcer l'armée qui fait face à plusieurs fronts, dont celui contre le M23 au nord Kivu. Accompagné du chef d'état-major de l'armée et du ministre de la Défense, Félix Tshisekedi a rendu visite à ces jeunes ce jeudi. Il s'est montré reconnaissant vis-à-vis d'eux. Il a affirmé, je cite, « Je suis content de voir que vous avez répondu à l'appel que j'avais lancé le 3 novembre. Vous vous êtes levé dans toutes les 26 provinces et vous avez dit que vous donnerez votre vie à la nation. Je suis content. Et la nation vous doit la reconnaissance. C'est pour cela que je vous dis que vos problèmes sont aujourd'hui mes problèmes. » Fin de citation. Une semaine chargée pour l'Arabie Saoudite. Le royaume accueille 3 sommets. Le sommet saoudo-chinois, le sommet entre la Chine et les pays du Golfe et enfin le sommet sino-arabe. Le président chinois atterrit à Riyad mercredi. Les contrats signés entre les deux. Le président chinois a atterri bien sûr à Riyad mercredi. Les contrats signés entre les deux puissances se chiffrent en milliards de dollars. Politiquement, la carte chinoise est une façon de montrer aux Occidentaux que les Saoudiens peuvent diversifier leurs alliances. Regardez. Ce rêve sino-saoudien aux mille et une splendeurs. L'arrivée de Xi Jinping est millimétrée. Elle est grandement célébrée. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, 37 ans, parti même à la rencontre du président chinois et de sa voiture. Chaque détail diplomatique compte pour marquer l'opinion, envisager une future collaboration fructueuse et faire trembler les équilibres géostratégiques dans la région. Nous espérons que le sommet contribuera à établir des conceptions communes plus stratégiques sur les grandes questions régionales et internationales, à envoyer un message fort sur notre détermination à renforcer la solidarité et la coordination, à consolider le soutien mutuel, à promouvoir le développement commun et à défendre le multilatéralisme. Les ambitions de Pékin sont grandes, tout comme celles de Riyad. Les deux pays entretiennent un rapport privilégié et partagent une vision gagnant-gagnant de leurs relations, chère à la pensée chinoise. La Chine est aujourd'hui le premier importateur mondial de pétrole saoudien. Leurs échanges commerciaux ont totalisé plus de 70 milliards d'euros en 2021, plus de 25 milliards au troisième trimestre de 2022. La Chine peut s'appuyer sur une pétromonarchie florissante. Le PIB, pour la première fois dans l'histoire du royaume, a dépassé le $1 trillion.
Le voyage de Xi Jinping est loin d'être une coïncidence pour celui qui n'a entrepris que 3 voyages à l'étranger depuis 2020. La coopération économique sino-saoudienne est de nature stratégique et géopolitique. La Chine doit relancer une économie post-Covid à la peine et l'Arabie saoudite rêve de ne plus dépendre seulement de son or noir. La clé pourrait être ainsi trouvée dans une mégapole futuriste dans le nord-ouest du royaume qui doit voir le jour d'ici 2030. Où la technologie progressera en harmonie avec la nature. Où l'on répond enfin aux questions concernant notre relation future avec notre maison. NEOM, accélérateur du progrès humain. NEOM pourrait profiter de la technologie chinoise dans les domaines de l'hydrogène vert, du BTP ou encore de la reconnaissance faciale et des technologies de l'information. Des dizaines d'accords ont été signés mercredi entre entreprises chinoises et saoudiennes. De son côté, Pékin pourrait trouver une nouvelle escale maritime dans son projet de nouvelle route de la soie. Une pierre jetée dans le jardin des États-Unis, partenaire historique des pays du Golfe. La coopération entre les pays concernés doit être propice à la paix et à la stabilité régionale. Les États-Unis ont formé des alliances militaires avec certains de leurs alliés afin d'attiser la division et la confrontation et de saper la paix et la stabilité régionale. Cette politique est impopulaire et ne mène nulle part. La Maison-Blanche ne se dit pas surprise du voyage de Xi Jinping, déclarant que les tentatives de la Chine d'exercer son influence dans le monde n'étaient pas, selon ses mots, favorables à l'ordre international. Joe Biden, faisant un déplacement remarqué à Jeddah il y a seulement 4 mois, pourrait se sentir lâché par le Royaume d'Arabie Saoudite, allié historique. En novembre déjà, le refus de Riyad d'augmenter la production de pétrole pour limiter l'envolée des prix provoquée par les sanctions contre la Russie avait été vécu comme un camouflet diplomatique. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes.